La salle d'audience bourdonnait d'une tension troublante alors que les gens remplissaient les bancs. Dehors, les journalistes bourdonnaient comme des frelons, attendant de mordre à pleines dents dans ce qui était déjà surnommé « la voix contre le système ». Adèle Laurie Blouatka, icône mondiale, lauréate de plusieurs Grammy Awards et personnalité notoirement privée, est restée silencieuse, les mains soigneusement croisées sur ses genoux. Son costume noir était sobre, mais impeccable. Une fine chaîne en or pendait à sa gorge, captant la lumière pâle des fenêtres de la salle d'audience comme un murmure. Elle ne parlait pas. Elle n'a pas souri. Et ce silence? C'était le tonnerre. La juge Denise Coté est entrée avec sa solennité habituelle, le visage illisible. Elle avait déjà vu des affaires très médiatisées où des PDG, des sénateurs, même un prince étranger. Mais jamais une pop star qui refusait de se défendre avec des mots. L'affaire contre Adèle était au mieux bizarre, elle était accusée d'avoir manipulé la vie et la carrière d'un jeune auteur-compositeur à des fins personnelles. Une écrivaine fantôme nommée Mia Delaney a affirmé qu'Adèle avait volé sa musique, son style, et même son chagrin d'amour. L'ironie? Mia n'avait pas d'enregistrement, pas de contrat et pas de preuves réelles ou juste un TikTok viral et une armée de croyants en ligne. Elle m'a fait taire, avait dit Mia. Maintenant, je veux que le monde m'entende crier. L'équipe juridique d'Adèle avait préparé des pages d'affidavit, de chronologie, de reçus, mais Adèle avait fait une demande surprenante, laissez-moi parler en dernier. Ou pas du tout. Alors maintenant, elle était assise là, à attendre. Silencieux. L'avocat de la partie adverse s'est pavané dans sa déclaration d'ouverture comme une audition à Broadway, dépeignant Adèle comme une manipulatrice calculée qui a construit un empire de chagrin sur les rêves brisés de Mia. Mais alors qu'il faisait des gestes, jouait et accusait, Adèle n'a pas cligné des yeux. Son silence faisait résonner chaque mot plus fort. Le juge Coté l'observait avec une curiosité croissante. L'accusé a-t-il quelque chose à dire? A demandé le juge à la fin de la déclaration. L'avocat principal d'Adèle s'est levé, a boutonné son manteau et a répondu « Pas encore, votre honneur ». Des halètements voltigeaient dans la galerie comme des oiseaux effrayés. Pas encore? Dans les coulisses, les réseaux sociaux étaient déjà en pleine effervescence. Pourquoi ne se défend-elle pas? Est-elle coupable? C'est un suicide de relations publiques. Mais Adèle n'a pas bronché. Elle a regardé Mia prendre la barre, l'a regardé pleurer, l'a regardé raconter au monde comment sa voix avait été volée. Pourtant, aucune réaction. Ce que personne n'a vu, ce que même le juge n'a pas remarqué, c'est la petite cicatrice sur la paume d'Adèle. Elle l'avait obtenue en signant un contrat que Mia lui avait proposé il y a des années, un contrat qu'Adèle n'avait jamais déposé parce qu'elle savait que Mia n'était pas prête. Maintenant, dans cette salle de caméra, de combinaison de pouvoir et de plaies ouvertes, le silence d'Adèle n'était pas de la passivité. C'était un scalpel. Le marteau du juge Coté a frappé l'air. Le tribunal est ajourné jusqu'à demain. Tandis que la pièce se vidait, Adèle resta sur sa place. Seule. Encore. Et quelque part au fond du silence? L'histoire commençait à se fissurer. La salle d'audience a repris le lendemain matin sous un linceul d'anticipation. Les journalistes sont arrivés plus tôt que d'habitude, serrant le café et les spéculations. Les gros titres avaient déjà fait le tour du monde, Adèle en dit long sans un mot, le silence d'une pop star stupéfie la salle d'audience, et que cache Adèle? L'opinion publique était divisée, mais une chose était claire, quelque chose d'extraordinaire se déroulait. Adèle entra par la porte arrière, évitant l'essaim de la presse. Son expression était calme, presque détachée. Elle portait le même costume noir, son seul accessoire étant une discrète bague en argent, portée aujourd'hui à la main droite. Certains ont supposé que c'était symbolique. D'autres l'ont rejeté comme un oubli de styliste. Mais tout ce qu'Adèle faisait avait une raison. Mia Delaney a de nouveau pris la parole. Cette fois, elle était plus contrôlée, moins performative. Vêtue de pastel doux, elle se présente comme vulnérable mais posée. Elle m'a promis une carrière, a déclaré Mia, la voix tremblante. Elle a dit qu'elle croyait en moi. Je lui ai montré mes chansons. Mes carnets. Et puis elle a cessé de répondre. La salle d'audience s'est penchée vers l'intérieur. Je l'ai regardé chanter mes mots, mes sentiments, lors des tournées mondiales, a poursuivi Mia. Elle savait que je ne pouvais pas me défendre. Qui me croirait plutôt qu'Adèle? La juge Denise Coté a hoché la tête avec retenue. Madame Delaney, avez-vous des preuves matérielles que ces paroles ou compositions ont été présentées à Madame Atkin dans un contexte professionnel? Les lèvres de Mia s'entr'ouvrirent. Non, pas physiquement. Mais j'ai de la mémoire. Émotion. La vérité. Adèle leva légèrement la tête pour la première fois. Pas de mots. Juste un long regard sur Mia. Mia hésita. Son sang-froid s'est brisé. C'était le genre de regard qui disait « Vous et moi, nous savons tous les deux ce qui s'est vraiment passé ». Le juge Coté a demandé une brève pause.
Adèle resta assise. À l'extérieur, les commentateurs se sont empressés de déformer le récit. Un camp a insisté sur le fait que Mia était victime d'exploitation par des célébrités. Un autre l'a accusée d'avoir fabriqué une histoire pour la célébrité. Les fils de discussion conspirationnistes ont bourdonné en ligne. Tout cela pourrait-il s'agir d'un coup de relations publiques élaboré? Un coup d'éclat pour un nouvel album? De retour dans la salle d'audience, l'avocat d'Adèle s'est approché du banc. Votre honneur, nous avons un document à soumettre comme preuve. Un accord manuscrit d'il y a 3 ans. Signé uniquement par Madame Atkin. Il s'agit d'une offre de mentorat, qui a été refusée par Madame Delaney. Des halètements se firent entendre à nouveau. Le juge examina le papier en hochant lentement la tête. Cela contredit la chronologie du plaignant. Respectueusement, intervint l'avocat de la partie adverse, cela ne prouve pas qu'Adèle n'a pas volé les idées plus tard. Le juge a levé la page. Cela prouve qu'elle a essayé de faire preuve de transparence. Et cela introduit le doute dans le récit du plaignant. Pourtant, Adèle ne dit rien. Au lieu de cela, son avocat a demandé à appeler un témoin. À la surprise générale, il s'agissait de l'ancienne ingénieure du son d'Adèle, une femme nommée Rebecca Shaw. Elle n'avait été mentionnée dans aucun mémoire préalable au procès. Les médias ne savaient même pas qu'elle existait. Rebecca s'est présentée à la barre, ajustant ses lunettes épaisses. En 2019, Mia Delaney a visité le studio le temps d'un après-midi. Elle a joué 3 chansons. L'une concernait son chat. Les autres étaient pas mémorables. Adèle l'a écoutée, l'a encouragée et l'a invitée à participer à un atelier ensemble. Cet atelier a-t-il jamais eu lieu? A demandé le juge. Non, votre honneur. Mia n'a jamais donné suite. Adèle n'a jamais utilisé aucun de ces matériaux. J'enregistre chaque session. J'ai des horodatages. Une clé USB a été transmise au tribunal. Le juge côté jeta un coup d'œil à Adèle. Pour la première fois, une lueur d'émotion traversa le visage du juge. Vous êtes resté assis en silence pendant que vous étiez disséqué publiquement, a-t-elle dit doucement. Pourquoi? Adèle parla enfin. Juste 3 mots. Pour que la vérité résonne. La salle d'audience est tombée dans un silence stupéfait. Ce n'est pas un discours dramatique. Pas un spectacle. Juste un rappel que parfois la vérité n'avait pas besoin de crier. Le juge hocha la tête. Le tribunal reprend demain. Mais j'examinerai attentivement ces preuves ce soir. Alors que les gens filtraient, les 3 mots d'Adèle hantaient l'air. Pour que la vérité résonne. À l'extérieur du palais de justice, quelqu'un a griffonné la phrase sur une pancarte en carton. En quelques heures, il est devenu un hashtag tendance. Mais à l'intérieur de la salle d'audience, c'était le bruit du vent qui tournait. Au 3e jour du procès, la salle d'audience n'était plus un lieu légal, c'était une scène. Chaque grincement du plancher, chaque murmure entre avocats, chaque respiration d'Adèle devenait un gros titre. Mais Adèle elle-même restait une étude dans l'immobilité, enracinée comme un monument tandis que le bruit du monde entourait son nom. La salle s'est calmée lorsque la juge Denise Côté est entrée avec une gravité tranquille. Il y avait quelque chose de plus aigu dans sa présence maintenant, comme si le poids de l'examen du monde avait encore plus aiguisé sa concentration. Le tribunal a examiné les documents soumis hier, a-t-elle annoncé. Et sur la base des premières évaluations, les preuves soutiennent l'affirmation de la défense selon laquelle un accord de mentorat a été proposé et refusé. Cependant, cela ne résout pas la question centrale de la propriété des idées. Le procès se poursuit. L'avocat de Mia Delaney s'est avancé, tentant de réorienter le récit. Votre honneur, nous demandons à un expert en psychologie de témoigner concernant l'impact émotionnel de la trahison, en particulier lorsqu'elle est infligée par une personnalité publique. L'avocat d'Adèle ne s'y est pas opposé. Au lieu de cela, Adèle se leva. Elle ne parlait pas. Elle s'est simplement dirigée vers la barre des témoins. Des halètements chuchotaient à travers la galerie comme le vent à travers les feuilles. La juge Côté plissa les yeux. Madame Atkin, avez-vous l'intention de témoigner? Adèle hocha la tête. Son avocat avait l'air pris au dépourvu. De toute évidence, ce n'était pas prévu. Elle prêta serment. Assis. La salle d'audience s'est penchée en avant comme un seul homme. L'avocat du plaignant a souri, sentant l'opportunité. Madame Atkin, pourquoi avez-vous évité de faire des commentaires lors des sessions précédentes? Adèle joignit les mains. Parce que le bruit dilue le sens. La salle d'audience s'est à nouveau tue. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que lorsque tout le monde parle, personne n'écoute. Et maintenant que vous parlez? Que voulez-vous que nous entendions? Adèle regarda directement Mia. Je ne t'ai pas volé, dit-elle calmement. Je n'en avais pas besoin. Un léger soupir vint de Mia, qu'il s'agisse d'offense ou de culpabilité, personne ne pouvait le dire. Adèle se tourna vers le juge.
J'ai travaillé avec plus de 30 auteurs-compositeurs dans ma vie. Je les ai tous crédités. J'ai combattu mon étiquette quand ils disaient que certains n'ont été trop obscurs. Je n'ai rien à gagner à voler, et tout à perdre. Le juge Côté hocha lentement la tête. Niez-vous que Madame Delaney était dans votre studio en 2019 ? Non, a répondu Adèle. Elle était là. Pendant 3 heures. A-t-elle joué des chansons ? Oui. Avez-vous utilisé l'un d'entre eux ? Non. Silence. Pourquoi ? Il n'était pas prêt, dit Adèle, choisissant ses mots avec soin. Il n'était pas mauvais. Juste, inachevé. Et je ne suis pas là pour finir l'âme de quelqu'un d'autre. La salle d'audience était suspendue à cette phrase. Adèle se pencha légèrement en avant. Mais j'ai fait quelque chose de mal. Je lui ai dit de continuer, et je n'ai pas donné suite. C'était mon erreur. Pas le vol. Juste le silence. Et parfois, le silence est ressenti comme une trahison. Même Mia cligna des yeux. Ses yeux brillaient, mais elle ne détourna pas le regard. Le juge s'est penché en arrière. Ce sera tout pour l'instant. Quand Adèle retourna à sa place, la galerie bourdonna comme une ruche dérangée. Certains pleuraient. D'autres tapaient furieusement. Les analystes juridiques ont chuchoté des théories. Mais personne ne pouvait le nier, la voix d'Adèle était enfin entrée dans la pièce, et elle ne criait pas. Cela a résonné. Plus tard dans la journée, l'avocat de Mia a demandé une brève pause. Madame Delaney aimerait parler au tribunal. En privé. Le juge Côté leva un sourcil. Il s'agit d'un procès public. Oui, votre honneur. Mais sa déclaration pourrait changer la nature de l'affaire. La demande a été rejetée. Mais tout le monde le savait, quelque chose était en train de changer. À l'extérieur, les manifestants brandissaient des pancartes portant les 3 mots d'Adèle, « Laissez la vérité résonner ». Et à l'intérieur, l'écho venait à peine de commencer. Lorsque le tribunal a repris le lendemain matin, l'atmosphère avait muté. Les témoignages d'hier avaient saigné dans les rues. Des camionnettes de presse ont formé un blocus autour du palais de justice. Les commentateurs ont disséqué chaque mot d'Adèle. Les forums en ligne ont explosé avec des analyses image par image de ses expressions faciales, de son ton, de ses poses. Mais à l'intérieur de la salle d'audience 6C, le seul bruit était le mélange de papier et le faible bourdonnement des lumières fluorescentes. La juge Denise Côté est entrée, son expression illisible, mais les poches sous ses yeux annonçaient une longue nuit. « Mia Delaney, vous pouvez vous approcher du banc », dit-elle d'une voix plus solennelle qu'auparavant. Des halètements se firent entendre à nouveau. Mia se leva, visiblement nerveuse. Elle marchait lentement, comme si elle traversait une eau épaisse. Son avocat a suivi un pas en arrière, essayant de ne pas trahir son inquiétude. Mia s'est présentée à la barre des témoins. Ses mains tremblaient alors qu'elle ajustait le microphone. Ses yeux ne rencontrèrent pas ceux d'Adèle. « Madame Delaney, » commença son propre avocat, la voix soigneusement modulée, « vous avez demandé à faire une déclaration en dehors du contre-interrogatoire. Le tribunal l'a autorisé. Allez-y, je vous en prie. » Mia expira, puis inspira profondément. « Je suis venue ici parce que je pensais que j'avais été effacée, » a-t-elle dit, la voix brisée sur le dernier mot. « Je croyais que si quelqu'un de plus grand utilisait mon idée, elle ne m'appartiendrait plus jamais. » La pièce était calme. « Je ne courais pas après l'argent, » a-t-elle poursuivi. « Je cherchais la preuve que je comptais. » Adèle baissa les yeux. Les mots suivants de Mia sont tombés comme des pierres. Mais après avoir entendu ce que Madame Atkin a dit, j'ai réalisé que je ne cherchais pas à obtenir justice. Je cherchais de la reconnaissance. Elle s'arrêta, se tourna vers Adèle. « Et vous me l'avez donné. Hier. Devant le monde. » murmura la galerie. « Je sais que la chanson pour laquelle nous nous disputons n'est pas celle que j'ai écrite. Pas exactement. Pas légalement. Peut-être même pas émotionnellement. Mais il est né de la même blessure. » Le juge Côté se déplace. « Êtes-vous en train de retirer votre revendication ? » Non, a dit Mia rapidement. Je demande autre chose. Son avocat grimaça. Je demande que cela ne se termine pas par un gagnant ou un perdant. Je demande que cela finisse par la compréhension. Le juge a arqué un sourcil. Ce n'est pas comme ça que les tribunaux fonctionnent, Madame Delaney. Je sais, murmura-t-elle. Mais c'est peut-être là le problème. C'était là. La fracture du système mise à nu par une voix autrefois anonyme. L'avocat d'Adèle se leva. Votre honneur, nous demandons un rejet basé sur l'absence de fondement probant et la concession du plaignant. Mia hocha la tête. Le juge Côté se tourna vers Adèle. Madame Atkin, une dernière déclaration ? Adèle se leva. Cette fois, elle ne s'est pas dirigée vers la barre des témoins, mais vers Mia. La sécurité était agitée, incertaine. Mais Adèle lui tendit la main. Mia hésita, puis la saisit. Pas de mots.
Juste un geste simple et humain. La juge Côté a regardé pendant un long moment avant de taper sur son marteau. Affaire rejetée. La pièce n'a pas éclaté. Il inspira. Lentement. Comme s'il avait retenu son souffle pendant 4 jours et s'était enfin rappelé comment respirer. Alors que les journalistes se précipitaient, Adèle a chuchoté quelque chose à Mia. Seul le sténographe de la cour révélera plus tard ce qu'elle a dit. Parfois, le silence est plus fort que les applaudissements. Dehors, le monde attendait. Et Adèle, une fois de plus, ne parla pas. Elle se contenta de traverser la foule, main dans la main avec la fille qui l'avait autrefois accusée. Les caméras ont clignoté. Les micros se sont étendus. Mais les gros titres avaient déjà été écrits dans la salle d'audience. Et pour la première fois depuis des semaines, Adèle a souri ou non pas pour la presse, pas pour le public, mais parce que le bruit était enfin terminé. Et à sa place, la vérité est restée. Les portes du palais de justice se sont refermées derrière eux, mais l'histoire était loin d'être terminée. Dehors, l'essaim de journalistes convergeaient comme des nuages d'orage autour d'Adèle et de Mia. Des micros à perche étaient orientés vers leurs visages. Les caméras cliquetaient furieusement. Les présentateurs se sont posés des questions les uns sur les autres. Madame Atkin, allez-vous collaborer avec Madame Delaney maintenant? Mia, c'était un coup de pub? La justice est-elle rendue aujourd'hui ou est-elle simplement retardée? Aucun d'eux ne répondit. Mia s'accrocha au bras d'Adèle comme une bouée de sauvetage. Son visage, autrefois provocateur dans la salle d'audience, semblait maintenant creusé par le soulagement et l'incertitude. Le détachement de sécurité d'Adèle s'effrayait un chemin à travers la foule. Des flashs explosèrent de tous les côtés, mais le regard d'Adèle resta devant lui. Elle n'a pas bronché, n'a pas faibli. Plus tard, de retour dans la voiture, les vitres insonorisées, Adèle expira enfin. « Je ne m'attendais pas à cela », murmura-t-elle. Mia se tourna vers elle. « Moi non plus. » Un long silence s'est écoulé. Puis Adèle demanda, « Est-ce que tout cela est vrai ?» Les lèvres de Mia s'entr'ouvrirent, puis se fermèrent. L'inspiration était réelle, a-t-elle dit prudemment. Les notes, les accords? Non. C'était vous. Vous tous. Adèle l'étudia. Vous savez, dit-elle après une pause, vous auriez pu me détruire. Mia baissa les yeux. Je ne voulais pas ça. Mais tu as failli le faire. Mia hocha la tête, la honte recouvrant sa posture. Je viens de? Je me sentais invisible. Adèle s'adoucit. Moi aussi. Quand j'ai écrit cette chanson. Mia cligna des yeux. Toi? Adèle eut un petit rire amer. Vous pensez que la célébrité vous fait voir? Cela ne fait que rendre le masque plus lumineux. À l'extérieur de la fenêtre de la voiture, la foule s'est éclaircie. Le palais de justice s'est rétréci derrière eux comme un vieux souvenir. J'ai perdu beaucoup de choses en essayant de garder le silence dans cette pièce, a déclaré Adèle, la voix baissée. Mais je pense que j'ai aussi trouvé quelque chose. Mia leva les yeux. Quoi? Silence, dit Adèle. Il a un son. Il suffit d'arrêter de crier assez longtemps pour l'entendre. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes de plus. Puis Mia a demandé, tu me détestes? Adèle y réfléchit. Non, a-t-elle dit. Je pense que vous avez confondu le désespoir avec un but. Nous le faisons tous. Ils se sont arrêtés à un feu rouge. Adèle jeta un coup d'œil à un artiste de rue qui jouait du violon sous le ciel gris. Promets-moi une chose, dit-elle en se retournant vers Mia. La prochaine fois que vous voudrez que le monde entende votre voix, n'empruntez pas le micro de quelqu'un d'autre. Les yeux de Mia se remplirent. Je te le promets. Le feu est devenu vert. À quelques pâtés de maison de là, un studio de musique se tenait dans une attente silencieuse. Adèle fit un geste vers lui. Écrivez-vous en sol majeur? Mia cligna des yeux. Quoi? Découvrons-le, a dit Adèle. Ils n'en ont parlé à personne. Pas de communiqué de presse. Pas de post Instagram. Juste une porte verrouillée, une feuille de musique vierge et 2 femmes avec quelque chose de tacite à dire. La première note était maladroite. La seconde était prudente. Au 4e, c'était une conversation. Pas de mots. Mais de douleur. De l'espoir. De la poldérisation. Les gros titres du lendemain étaient confus. Certains l'ont appelé rédemption. D'autres l'ont appelé capitulation. Mais aucun d'entre eux n'a compris ce qui s'était réellement passé. Parce que la vérité n'est pas venue avec un badge de presse. Il s'est présenté sous la forme d'un duo. Des semaines plus tard, la chanson a été diffusée pour la première fois sans nom, sans crédit. Juste un titre, Témoigner. Et le monde a écouté. Certains ont pleuré. Certains ont critiqué. Mais tout le monde l'a entendu. Et pour une fois, Adèle ne l'a pas expliqué dans les interviews. Elle ne l'a pas joué à la télévision tard le soir. Elle n'a pas tweeté à ce sujet.
Parce qu'il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait du silence qui parlait plus fort que le verdict. Et la fille qui lui a rappelé que même les sans-voix ont encore quelque chose à dire. 3 semaines après la fin de la saga judiciaire, Adèle était assise seule dans un petit café de Greenwich Village, cagoule relevée, lunettes de soleil, thé intact. Elle ne se cachait pas. Pas vraiment. Elle observait. Écoute. À l'extérieur de la fenêtre du café, les piétons se précipitaient sans savoir qui était assis juste derrière la vitre. Mais Adèle ne s'en souciait pas. En fait, l'anonymat était devenu son réconfort. L'absence de bruit, de célébrité, de pression, c'était devenu son sanctuaire. Son téléphone a vibré. Un message de son manager. BBC testifie, en tête des charts sans nommer d'artiste. Elle sourit. Le monde ne savait toujours pas que c'était elle. Ou Mia. Et c'était là le but. Une voix s'éclaircit à côté d'elle. Adèle leva les yeux, s'attendant à un ventilateur. Mais c'était la juge Denise Côté. Élégante, posée et vêtue d'un gris civil plutôt que de sa robe noire, la juge Côté avait une expression mi-formelle, mi-curieuse. « Puis-je vous rejoindre » a-t-elle demandé. Adèle hocha la tête, désignant le siège vide. Pendant quelques instants, ils restèrent assis en silence. « Je n'ai pas l'habitude de visiter des fêtes que j'ai déjà jugées, a déclaré Côté avec un petit sourire en coin. Mais vous êtes un cas fascinant. Ce n'est pas moi qui ai été jugé, a répondu Adèle. C'est exactement pourquoi c'était fascinant. Une autre pause. Puis le juge a demandé, pourquoi n'avez-vous pas parlé? Adèle regarda par la fenêtre. Parce que parfois, le silence expose ce que les mots ne peuvent pas faire. La juge Côté a incliné la tête. Vous savez, j'ai statué en votre faveur parce que le témoignage de Mia s'est effiloché. Mais votre silence? Cela a amené les gens à tout remettre en question. Même moi? Ce n'était pas de la stratégie, a déclaré Adèle. C'était l'épuisement. Le juge a ri. L'épuisement peut être un puissant sérum de vérité. Adèle se tourna vers elle. Pensez-vous que j'ai fait ce qu'il fallait? Côté y réfléchit. Vous n'avez pas joué selon les règles du tribunal. Mais c'est peut-être parce que votre vrai public n'était pas dans la salle d'audience. Adèle regarda son thé, maintenant froid. Le monde voulait un scandale. Je leur ai donné une pause. Côté s'est penché. Et dans cette pause, vous les avez forcés à réfléchir. Ils sirotèrent tranquillement un instant, comme deux philosophes dans un monde qui écoutait à peine. Puis Côté a demandé quelque chose d'inattendu, est-ce que testifie était la déclaration finale? Adèle sourit faiblement. Non. C'était la première ligne. Le juge s'est assis, satisfait. Alors, puis-je suggérer quelque chose? Ne vous taisez plus. Les yeux d'Adèle brillaient derrière ses lunettes. Je ne le ferai pas. Mais la prochaine fois, je parlerai en mélodie. Le juge se leva en hochant respectueusement la tête. C'est peut-être plus fort que n'importe quel marteau que j'ai jamais lâché. En s'éloignant, Adèle sortit son carnet, l'ancien, pas numérique. Pas de notification. Pas de correction automatique. Juste de l'encre et des possibilités. Elle a noté quelque chose? La vérité ne crie pas toujours. Parfois, il bourdonne juste en arrière-plan. La porte du café a sonné lorsque le juge Côté est parti. De l'autre côté de la rue, une jeune femme avec des écouteurs, les yeux écarquillés. Elle a dit, c'est Adèle? Adèle offrit un léger sourire. Puis elle tapota sa plume sur la page et se remit à écrire. Pas les paroles. Pas les gros titres. Juste la vérité. Le genre que vous vous chuchotez à vous-même avant que le monde n'essaie de le revendiquer. Et pour la première fois depuis des années, Adèle ne se souciait pas de ce que disait le prochain titre. Parce qu'il ne s'agissait plus de faire ses preuves. Il s'agissait de s'approprier son silence et de le transformer en quelque chose que le monde entier pourrait ressentir. 2 jours après la réunion tranquille du café, Adèle a accepté une interview rare et étroitement contrôlée au pas de maquillage, pas de styliste, pas d'éclairage de scène. Juste elle et un journaliste connu pour son honnêteté plutôt que pour les gros titres. La pièce était clairsemée. Une seule caméra. 2 chaises. Un bourdonnement bas et régulier provenant d'une bouche de chauffage. Adèle était assise dans un pull noir ample, les jambes croisées, les doigts entrelacés. L'intervieweuse, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux perçants et à la voix chaude, se pencha doucement en avant. « Je veux vous demander quel est le moment où tout le monde continue de rejouer, a-t-elle commencé. Au moment où tu n'as rien dit. Adèle n'a pas bronché. Dans la salle d'audience, a poursuivi l'intervieweur, on vous a donné la parole. Tu aurais pu te défendre, contrer les accusations, expliquer la trahison de Mia. Mais au lieu de cela, vous êtes resté silencieux. Adèle a finalement répondu, non pas par une déclaration, mais par un soupir. Un long soupir de fatigue. Parce que mon histoire n'était pas en procès, a-t-elle dit. Mon silence n'était pas une défense.
C'était la vérité. L'intervieweur s'est arrêté, ému par la simplicité de sa réponse. Et pourtant, ajouta-t-elle, votre silence a tout changé. La salle d'audience, les médias, vos fans, tout le monde y a vu quelque chose de puissant. Adèle se pencha en avant. Ils ont vu ce qu'ils voulaient. Mais je ne jouais pas. J'étais en deuil. Deuil? Pour une amitié que je pensais réelle. Car la confiance, je le pensais, était mutuelle. Pour un système judiciaire qui mesure les mots plus fort que les intentions. Il y a eu un moment de silence entre eux, mais il n'était pas vide. C'était plein de chagrin, de compréhension, de respect mutuel. Et la chanson? A demandé l'intervieweuse, la voix s'adoucissant. Témoignez? Il est en tête des charts du monde entier. Mais vous n'en avez pas fait la promotion. Pas de clip vidéo. Aucune déclaration. Aucune confirmation que c'est même le vôtre. Adèle sourit. Vous n'avez pas besoin de crier une confession alors que le monde entier vous écoute déjà. L'intervieweur a hésité, puis s'est penché. Puis-je demander ce qui a inspiré les paroles? Adèle baissa les yeux, effleurant une boucle égarée derrière son oreille. La vérité, c'est, les couplets ne parlent pas de Mia. Ils sont à propos de moi? La pièce se déplaça. Un nouveau poids est entré. Expliquez cela, a demandé le journaliste. Je n'arrêtais pas de la blâmer, a déclaré Adèle. Pour avoir menti, pour avoir vendu nos conversations, pour avoir déformé mes mots. Mais au fond, j'ai vu les fissures il y a longtemps. Et je les ai ignorées. J'ai choisi le silence bien avant la salle d'audience. L'intervieweur semblait stupéfait. Votre silence au tribunal n'était donc pas nouveau? Il a fallu des années pour le préparer, a dit Adèle calmement. Je suis resté silencieux chaque fois que j'ai laissé la célébrité excuser la cruauté. Chaque fois, je laisse la loyauté l'emporter sur la clarté. Chaque fois, je souriais à travers la trahison. La caméra zoomait lentement, non pas pour le drame, mais pour la présence. Et maintenant, a chuchoté l'intervieweur. Que voulez-vous dire au monde? Adèle regarda dans l'objectif. Rien. Un battement. Puis elle ajouta. Mais je vais continuer à écrire. Je vais continuer à chanter. Et peut-être, juste peut-être, j'apprendrai aux gens qu'il n'est pas nécessaire de s'expliquer alors que son art l'a déjà fait. L'interview s'est terminée sans musique dramatique. Pas d'aveu soudain. Juste une photo d'Adèle debout pour serrer la main du journaliste, deux femmes, deux vérités, une conversation qui n'avait pas besoin d'avoir de tendance pour avoir de l'importance. Plus tard dans la nuit, un bref message non signé est apparu sur les réseaux sociaux d'Adèle. Le silence n'est pas l'absence. C'est l'espace où la vérité respire. Pas de balise. Pas de légende. Aucun commentaire n'est autorisé. Et pourtant, il a été partagé par des millions de personnes. Parce que même dans ces moments les plus calmes, Adèle était devenue la voix la plus forte de la pièce. Le matin suivant la diffusion de l'interview d'Adèle, un autre type de tempête s'est rassemblé non pas à l'extérieur, dans les rues où les fans allumaient des bougies ou postaient des paroles en signe de solidarité, mais à l'intérieur des salles de conférence, des cabinets juridiques et des boîtes de réception privées. Les dirigeants du label n'étaient pas souriants. Elle ne peut pas continuer à faire ça, a aboyé l'un d'eux lors d'une réunion lundi matin. Elle est en train de démanteler notre récit. Un autre a jeté un épais rapport sur la table de conférence. Le streaming a augmenté de 4000%, oui. Mais la marque, c'est-à-dire notre contrôle sur le message, est en train de s'effilocher. Elle ne nie rien, mais elle ne nous donne rien à façonner non plus. Un jeune assistant à l'autre bout de la pièce, à peine audible, a chuchoté, ou peut-être que c'est pour ça que ça marche. Silence. De retour au palais de justice, la juge Denise Côté a examiné les transcriptions, non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce que quelque chose dans toute la procédure l'a déstabilisée. Elle était juge depuis des décennies. Vu un silence manipulateur, une théâtralité calculée, une culpabilité dissimulée dans la performance. Mais le calme d'Adèle avait été différent. Organique. Presque, conflictuel dans son refus de participer. Elle rejoint ce moment, Adèle se tenait là, les yeux fermés, immobile. C'était moins provocateur, plus, déclaratif. Comme si sa seule présence rendait un verdict. Pas au tribunal, mais au monde. Son employé frappa à la porte et l'interrompit. Il y a un appel du comité d'éthique. Le juge Côté leva un sourcil. Laissez-les passer. La voix au bout du fil était nette. Nous ne remettons pas en question votre conduite, monsieur le juge. Juste le optique. Certains pensent que votre réaction au silence d'Adèle était une preuve de partialité. Côté n'a pas bronché. Mon silence n'était pas une approbation. C'était de la compréhension. Une pause à l'autre bout. Puis un soupir réticent. Compris. Pourtant, ce procès n'est pas terminé aux yeux du public. Les médias la traitent comme si elle avait prononcé un sermon.
Vous et moi savons tous les deux que le silence peut être utilisé comme une arme. Je sais, a dit Côté doucement. Et je sais quand ce n'est pas le cas. Ailleurs dans la ville, Mia, l'ancienne meilleure amie d'Adèle et le témoin clé de l'accusation, était assise dans une cuisine ensoleillée, faisant défiler son téléphone avec ses doigts tremblants. Chaque titre, chaque parole republiée, chaque extrait de l'interview la dépeignait non pas comme la trahie, mais comme la traîtresse. Elle avait dit la vérité. N'est-ce pas? Mais alors pourquoi le monde a-t-il cru la femme qui n'a rien dit? Son attaché de presse était devenu silencieux. Son avocat a cessé de répondre après le rejet de la demande de troisième déclaration. Elle n'était plus une lanceuse d'alerte. C'était une mise en garde. Ping. Nouveau message. Expéditeur anonyme. Maintenant, tu comprends ce qu'elle n'a jamais eu besoin de dire? Mia laissa tomber le téléphone. Il s'entrechoqua sur le comptoir de marbre, l'écran se fissurant. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui s'est cassé, ce n'est pas l'appareil, c'est l'illusion. Que parler plus fort donnait raison. Dans un bureau du centre-ville, le journaliste de l'interview d'Adèle a regardé la rediffusion en boucle. Pas ses propres questions, mais les poses d'Adèle. La façon dont elle respirait avant de parler. La façon dont elle détournait le regard, non pas de manière évasive, mais pensive. Ce n'était pas de la formation aux médias. C'était la vérité. Un email a retenti. Objet, enquête du comité Nobel ou soumission sur l'impact culturel. Elle cligna des yeux. Puis l'ouvrit. Apparemment, le silence était maintenant envisagé, révolutionnaire. Pendant ce temps, Adèle était assise dans son jardin, pieds nus sur des pierres froides, sirotant du thé et griffonnant dans un journal. Elle n'a pas lu les nouvelles. Elle n'a pas fait défiler les commentaires. Mais elle le sentait, un changement. Le genre d'énergie qui se déplace non pas avec le bruit, mais avec la direction. À coup. Son assistante se tenait à la porte. Le juge Côté a demandé une rencontre privée. Elle dit que ce n'est pas officiel. Mais important. Adèle ferma son carnet. Dis-lui que je viendrai. Mais elle doit me rencontrer ici. Pas de salle d'audience. Pas de caméra. Juste une conversation. Comme l'assistante hochait la tête et partait, Adèle murmura en elle-même. Qu'ils essaient de contrôler le silence. Je serais trop occupé à façonner l'écho. Le vent du jardin faisait bruisser les feuilles. Pas bruyant. Mais persistant. Comme un secret passé d'arbre en arbre. Et bien au-delà des clôtures d'Adèle, le monde juridique, formé à prospérer grâce au langage, était en train d'être réécrit par quelqu'un qui avait maîtrisé son absence. Le vent emportait le parfum du romarin et du jasmin dans le jardin d'Adèle lorsque la juge Denise Côté franchit la porte en fer forgé, une ombre dans sa robe judiciaire sombre sur fond de douce lumière de fin d'après-midi. Ce n'était pas une salle d'audience, mais Adèle avait veillé à ce que le cadre ait sa propre autorité tranquille. Le chemin de pierre serpentait entre les haies et vers un banc ombragé sous un dais de glycine en fleurs, où Adèle attendait. Elle s'est levée lorsque le juge s'est approché. Pas de plaisanterie. Pas de performance. Juste un geste, une main ouverte vers l'extrémité opposée du banc. Le juge Côté siégeait. Un silence s'étendit entre eux. Ce n'était pas inconfortable. C'était intentionnel. Puis le juge a pris la parole. Vous les avez appelés échos. Adèle ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Il n'est pas nécessaire de tout dire à voix haute. Cela ne le rend pas insignifiant. Non, a répondu le juge Cotte. Cela rend la catégorisation plus difficile. Plus difficile à poursuivre ou à défendre. Un oiseau voltait entre les branches au-dessus d'eux. Adèle l'observa un instant avant de répondre. C'est ce dont ils ont peur, n'est-ce pas? Les choses qui ne peuvent pas être étiquetées, expliquées, traitées par leur système. Cotte hocha lentement la tête. Vous n'êtes pas le premier à défier le tribunal par le silence. Mais vous êtes le premier à le faire d'une manière qui a changé la perception du public de la justice elle-même. Adèle tourna son regard vers le lierre qui rampait le long du mur du jardin. Je n'avais pas l'intention de faire une déclaration. Tu n'en avais pas besoin. Silence à nouveau. Cette fois-ci, c'était le genre de pays qui remplissait plutôt que de se vider. Puis le juge s'est penché en avant. Savez-vous ce que votre silence a fait, Adèle? Il a créé de l'espace. De l'espace pour des millions d'autres personnes qui attendaient d'être entendues, mais qui n'ont pas trouvé les mots. Les sourcils d'Adèle se froncèrent. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? La question flottait dans l'air comme un parfum. Côté sortit une enveloppe pliée de sa poche et la plaça entre eux. Pas d'emblème. Pas d'étanchéité. Juste un nom à l'écriture élégante, Adèle Laurie Blouatka. C'est une offre formelle, a déclaré le juge. Pour témoigner, non pas devant un tribunal, mais devant un forum international sur les libertés d'expression. Organisation des Nations Unies. Genève. Adèle ne l'attrapa pas. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un mouvement. Non,
a répondu Cotte. Vous êtes un symbole. C'est plus dangereux. Et plus puissant. Ils restèrent de nouveau silencieux. Au loin, une cloche sonnait d'une église voisine, comptant l'heure. À chaque carillon, les doigts d'Adèle effleuraient le cahier sur ses genoux. Elle n'y avait pas écrit depuis la veille du procès. J'avais l'habitude d'écrire des chansons pour donner un sens à ce que je ressentais, a-t-elle finalement dit. Maintenant, je m'assois dans le silence. C'est peut-être le type de communication le plus honnête, a déclaré Cotte. Puis Adèle fit quelque chose d'inattendu, elle ramassa l'enveloppe, non pas pour l'ouvrir, mais pour la glisser sous son journal. Une acceptation non pas exprimée, mais visible. J'y vais, dit-elle doucement. Mais je ne parlerai pas pour les autres. Je ne parlerai que dans l'immobilité. S'ils veulent des échos, ils devront écouter attentivement. Côté a souri, non pas le sourire de la victoire, mais celui de la reconnaissance mutuelle. Ce sera assez. Alors que la juge se levait et partait, le vent se leva une fois de plus, attrapant l'ourlet de sa robe comme une vague se retirant vers la mer. Adèle resta longtemps après sur le banc, le cahier fermé, les yeux rivés sur le ciel déclinant. Partout dans le monde, dans les salles d'audience et les salles de classe, sur les réseaux sociaux et dans les salles de rédaction, un changement s'était amorcé. Et au centre de tout cela n'était pas une décision, un verdict ou une voix. Ce fut une pause. Un instant. Une femme dans un jardin qui refusait de remplir le silence de bruit, et a changé la conversation pour toujours. Un mois s'était écoulé depuis le procès silencieux d'Adèle. À cette époque, les gros titres étaient passés du scandale à la révolution. Pas une seule interview, pas un tweet, pas même une chanson, et pourtant le monde écoutait encore. La juge Denise Côté se tenait derrière une tribune à Genève, non pas en tant que représentante d'un pays en particulier, mais en tant que modératrice d'une assemblée spéciale sur la liberté d'expression. Des diplomates, des artistes, des universitaires et des journalistes du monde entier ont rempli la salle. Au centre, une chaise vide. Puis les portes se sont ouvertes. Sans fanfare. Pas de caméra clignotante. Juste Adèle. Elle ne portait ni maquillage, ni vêtements extravagants, seulement une simple robe noire et un ruban au poignet. Elle s'approcha de la chaise et s'assit, posant son cahier fermé sur la table devant elle. Elle a levé les yeux vers le jury, puis vers le public, et enfin vers les caméras diffusant son image dans plus de 70 pays. Elle ne parlait pas. Au lieu de cela, elle ouvrit le carnet. Première page, vierge. Page 2, une ligne de parole. Manuscrit, encre légèrement tachée. Le silence n'est pas vide. C'est plein de ce que nous avons peur de dire. Il y eut un murmure dans la chambre. Certains regardèrent autour d'eux, incertains. D'autres se penchaient en avant. La juge Côté s'est éclairci la gorge. Madame Atquin, la parole est à vous. Adèle sourit doucement et tourna la page. Troisième page, une photo. Noir et blanc. Sa mère, tenant un micro, ne savait pas que sa fille le rejetterait un jour. Page 4, un dessin d'enfant. Une salle d'audience sans visage, juste des points d'interrogation. Et puis elle s'arrêta. Je ne suis pas ici pour enseigner, a finalement dit Adèle. Je suis ici pour réfléchir. Un silence s'empara de la chambre. Ce n'était pas seulement du calme, c'était de la révérence. On m'a dit que le silence était dangereux. Mais c'était la seule vérité qui me restait. Les mots étaient devenus des armes. Alors je les ai posés. Elle fit un geste vers le cahier. Chaque page ici est un moment que j'ai choisi de ne pas m'expliquer. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cela disait tout. Le juge Côté s'est penché en avant. Et qu'est-ce que vous voulez que les autres en retirent? Adèle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle a pris une profonde respiration et a regardé directement la caméra. Je veux qu'ils arrêtent de faire de la douleur juste pour être crus. Je veux que les gens écoutent ce qui n'est pas dit. Parce que parfois, la justice n'est pas dans le bruit. C'est dans la pause. Les caméras ont cliqué. Les yeux pleuraient. Quelqu'un à l'arrière a chuchoté, elle le fait encore. Le juge hocha la tête une fois. Alors, que le compte-rendu reflète que le témoignage d'Adèle a été livré ou non pas sous forme de déclaration, mais dans un silence qui parle plus fort que le son. Alors qu'Adèle se levait pour partir, les gens n'ont pas applaudi. Ils se sont levés. Un par un. En silence. Dans cette salle d'audience de Genève, pour la première fois de mémoire moderne, la déclaration la plus puissante n'a pas été une décision ou un verdict. Ce fut une pause collective. Sur tous les continents, les télévisions et les live-streams ont saisi l'occasion. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Echo of Silence commençait à devenir tendance. Les écoles en ont débattu. Des mouvements l'ont revendiqué. Les gouvernements l'ont remis en question. Mais Adèle n'a pas réagi. Elle retourna dans son jardin de Londres, sur le même banc, la même glycine, la même brise. Elle n'avait pas l'intention de devenir un leader. Elle était devenue quelque chose de plus rare.
Un écho qui refusait de s'estomper. Dans les salles de l'histoire, où l'on crie habituellement des verdicts, Adèle avait chuchoté où et le monde avait écouté.